montre encore une fois de plus sur besoin pour me faire série, le capital humain est de nouveau assez élevé parce que les débats ici sont très pointus. La presse vous dit, ici, il n'y a aucun sujet tabou. Posez les questions qui vous semblent être bonnes pour vous et pour éclairer l'opinion internationale et nationale. Le ministre Justin Kolekatina. On va arrêter de passer là. Tu es préparé parce que tu es passé. Ce matin, à notre quatrième numéro de la tribune. Je voudrais vous rappeler que nous avons décidé, au niveau du PPACI, d'associer nos compatriotes au débat politique. Cela me paraît très important. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais, à votre propos, qu'on ait une mémoire, qu'on ait une pensée assez particulière pour notre camarade de lutte, notre jeune frère, Mohamed Angela, qui nous a quittés de façon brutale depuis quelques années, alors que lui-même il allait à l'enseignement de sa soeur. Je pense que le secrétaire général du parti a fait un communiqué et nous allons forcément nous associer à ces funérailles parce qu'il fallait bien garder des camarades qui s'est engagé totalement dans la lutte. Je voudrais aussi rappeler que la présente tribune se tient le lendemain de mission que le secrétariat général a diligentée à l'intérieur du pays pour aller s'informer sur l'état d'avancement de l'implantation du parti, suivant les instructions que le président du parti nous a données. Je pense que très bientôt, le secrétaire général du parti et le président exécutif feront un point sur l'avancement de ces missions-là, des instructions du président du parti. Et ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons pu observer, puisque nous sommes sur le terrain, c'est qu'il y a manifestement un mouvement autour de notre parti qui suscite beaucoup d'intérêt. Et je pense que cela est très important pour nous. Le président de notre parti continue d'inspirer les Ivoiriens. Il faut montrer nos compatriotes à continuer de croire en lui. Et nous pensons que cela contribue à un peu meilleur pour notre parti, notre pays et notre continent. Alors, tout à l'heure, nous avions dit que notre tribune qui a commencé timidement en attendant extrêmement bien les gestes et que je voudrais vraiment saluer la présence de Mathieu dans notre parti. Nous avons besoin de ce soutien de gens. Et là, parce que moi, saluer alors, nous avons décidé d'associer et de former
d'informer et d'associer nos compatriotes de nos pays au débat politique. Ça suppose que nous voulons qu'à chaque fois que nous avons un sujet, nous nous donnons les moyens de nous préparer sérieusement en nous référant aux données officielles. Quand elles ne sont pas officielles, les données ne sont pas officielles, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour qu'elles soient, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour qu'elles soient au moins le plus crédibles possible. Alors, pour cette présence prévue, je vais me permettre de vous donner la documentation officielle que nous avons consultée. C'est important parce que les gens ont tendance à croire que nous inventons les chiffres, que nous créons les chiffres, ce sont les chiffres qui viennent parfois du gouvernement ou alors parfois des agents de recherche qui nous permettent de nous avancer sur ces sujets-là. Alors, pour le présent, la pilote prévue, je vais vous montrer ces deux livres. Ces deux livres qui ont une histoire. Une histoire, je vois que vous avez vraiment de l'argent, sont ça pour pouvoir travailler. Ils ont participé à la rédaction du livre. C'est le président de Jean Pablo qui, à Bruxelles, après avoir entendu tout ce qui se disait sur l'avenir de l'Afrique par rapport à la pandémie Covid-19, nous a instruit de réunir des intellectuels africains, techniciens, intellectuels, hommes de culture, des scientifiques, pour réfléchir sur les solutions endogènes africaines à la Covid-19, les solutions à la Covid-19, et surtout faire des projections pour le futur de l'Afrique après la Covid-19. Donc, c'est l'initiative du président de l'Ontario, et le dit la mission a été confiée au docteur Pierre Kiver. Il a réuni, et donc le titre, c'est poser les ruptures d'Afrique après Covid-19. Et puis, après, ces mêmes personnes se sont réunies pour concevoir un document qu'on appelle l'Afrique en perspective, c'est-à-dire faire une projection de l'Afrique à partir des scénarios positifs, optimistes ou pessimistes, et construire ce qui peut être l'Afrique de demain. Donc, c'est une initiative de l'homme Pablo, et les professeurs sont nombreux qui ont participé, le professeur Abou-Onel a participé, le professeur Lucéline a participé, vous avez des Nigérians, des Béninois, des Ghanéens, des Marocains, des Algériens, des Sud-Africains. C'était des sommités non intellectuelles qui ont fait ce livre-là. Nous sommes en train de taper la vérité pour faire la délicate, parce que dedans, il y a beaucoup de choses. Malheureusement, comme toujours, nous avons demandé le concours de l'Union africaine, le financement, mais nous avons été royalement ignorés, parce que nous avons été mais c'est une très belle initiative, et ce livre nous a beaucoup aidé pour d'autres travaux que nous allons nous utiliser. L'autre document que je vais donner, comme je l'insiste, pour que nous comprenions la source de nos informations, ça veut dire le ministère du commerce lui-même, l'OCPE. L'OCPE, ce sont les structures officielles de l'État qui font le suivi du marché des denrées alimentaires en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont les propres données, les chiffres que nous allons vous expliquer viennent des propres chiffres de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, vous pouvez le voir. Et puis, le dernier document qui nous sert, qui nous a servi, c'est important qu'on le sache, c'est un rapport de la commission de la CEDEAO qui a évalué, le titre c'est évaluation des risques et l'impact de la crise russo-ukrainienne sur la production agricole dans la région de la CEDEAO. Globalement, la CEDEAO a instruit une commission de faire cette étude. Donc, tous les chiffres qui sont là, sur lesquels nous avons travaillé, et qui mettent à défaut ce que le ministre a dit, viennent des chiffres même du gouvernement libanais et de cette agence-là.
particulier, le 3 juillet. La cherté de la vie, qui est un problème réel en Côte d'Ivoire, qui est un problème sérieux. Le Premier ministre Elmondo Créneau la dernière fois, il a pris des positions et nous pensons qu'il y a beaucoup à dire et c'est sûr que beaucoup à dire que nous avons révélé tout à l'heure. Le deuxième point, c'est la rencontre des trois du président de la République et ses deux prédécesseurs. Il y a eu le 14 juillet dernier, le palais présidentiel. Et puis, son impact un peu sur la cohésion sociale. Le troisième point, c'est la question de la diplomatie sous-régionale. La Côte d'Ivoire sous-régionale, qui est quand même importante. Le seul à regarder ce qui se passe avec le soir de 49 présumés militaires ivoiriens et ce qui s'est passé finalement au Burkina Faso avec le retour, la tentative de retour du maître Compaoré dans son pays. Parce que c'est un sujet que nous allons aborder. Alors, pour un temps, nous allons aller rapidement sur la chaîne de la vie. Dans une interview qui a été reprise par plusieurs chaînes, la RPI, les chaînes privées, la radio, le Premier ministre a essayé d'expliquer la situation de la crise de la chaîne de la vie. Il a essayé d'expliquer cela par plusieurs facteurs dont les plus importants sont exogènes. Il a ciblé par exemple la Covid, la pandémie de Covid et la guerre russo-ukrainienne comme étant des éléments explicatifs de ce qui se passe de la chaîne de la vie. Il est venu sur un certain nombre de propos, par exemple, en regardant ce qu'il appelle le taux d'inflation. Nous allons revenir là-dessus en disant le taux d'inflation en Côte d'Ivoire, c'est surtout le cas de oui. Bon, on peut s'en contenter parce que dans les autres pays, il y a 8%, ailleurs, 10% d'Afrique par là, on peut s'en contenter. Et puis, ils ont fait des propositions. Il a fait ce des propositions, et il a fait sortir des efforts pour vraiment dire on va faire, notamment en ce qui concerne la subvention des produits pétroliers et le contrôle des produits des prix. C'est tous ces éléments-là qui nous annoncent point par point et que nous expliquons pourquoi, sur cette histoire économique et les mesures préconisées par le gouvernement, il y a beaucoup de choses à régler. Sur la base de leurs propres chiffres. Alors, il faudra faire des précisions. Le terme cherté de la vie, là c'est le terme que tout le monde dit de façon commune, mais les économistes appellent ça l'inflation. C'est le terme scientifique, on appelle ça l'inflation. L'inflation, les économistes qualifient comme étant l'accroissement excessif des instruments de paiement, c'est-à-dire l'argent, les billets de banque et les capitaux qui entraînent un déficit, un déséquilibre entre ces capitaux qui circulent, ces instruments de paiement qui circulent et les biens et services existent. Alors, de façon telle à telle, c'est comme si nous tous dans cette maison, nous devenons subitement des milliardaires et puis il y a pour acheter du riz par exemple. On se trouve qu'on est milliardaire parce qu'on a l'argent, mais on n'a pas de riz. Le peu de riz est là, évidemment, l'offre est chacun se jette, et le riz qui est à 400 comme ça, c'est un milliardaire. Chacun, celui qui vient le premier qui paye, il dit, moi je vais payer 1 million, moi je vais payer 2 kilogrammes. Et c'est ça qui crée, dans la réalité, l'inflation. C'est donc ce déséquilibre qui existe entre les moyens disponibles. Ça, c'est vraiment la définition théorique de l'inflation et les biens et services qui circulent. Il faut différencier l'inflation et la dévaluation. L'inflation, c'est une dépréciation de la monnaie par rapport à elle-même, qui est créée par une situation particulière, une situation, une conjoncture économique, et la dévaluation qui est une dépréciation de la monnaie, d'une monnaie par rapport à une devise de référence, et qui est décidée politiquement, décision de faire perdre volontairement la valeur d'une monnaie et la déprécier par rapport à une référence. Comme en 1914 a été fait, lorsque nous avons décidé d'évaluer le franc CFA par rapport à sa monnaie, à sa référence à la
laquelle cette monnaie est arrivée, qui était le franc français, puis par la suite l'euro. Donc, il est important qu'on comprenne cette définition. Donc, parce que cette définition permet de faire, de dire au premier ministre pourquoi il y a beaucoup de trous dans son analyse. Dans le discours du Premier ministre, il a dit ceci. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est cher, mais on s'en sort. Les autres, et il a cité ce sont les pays. Je voudrais dire que sur ces points, la position de notre parti est claire. Vous ne pouvez pas comparer la situation de la Côte d'Ivoire avec celle du Mali, qui est sous embargo, ou celle du Burkina, donc pratiquement 40 à 50% du territoire est sous le sang, n'est pas contrôlé. C'est que nous disons important parce qu'il y a des décisions qui prennent et qui ont des incidences liées justement à cette façon de voir les choses. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas comparer les économies d'un pays sans tenir compte du contexte des uns et des autres. Donc, s'auto-célébrer, parce que disant que notre taux d'inflation est plus bas, donc ça va, bon, je trouve que ça manque quand même un peu de sérieux dans le jugement. Deuxième élément que nous avons remarqué, c'est les statistiques. Les statistiques qu'on a données. Les statistiques, les voici de façon simple. L'inflation a augmenté. La Côte d'Ivoire, nous sommes à 4,8%, le Burkina Faso, 6%, et ainsi de suite. Ce que nous reprochons aux statistiques ivoiriennes, c'est qu'elles sont nettes. Parce que si vous dites que c'est 4,8% d'inflation, sans préciser quels sont les secteurs qui portent l'inflation, alors cela voudra dire que tout simplement, que le riz, celui qui passe dans la réponse, le riz n'a augmenté de 4,8%. Or, nous allons le voir tout à l'heure, ce qui n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Le riz. Et donc, ce que nous reprochons au gouvernement, c'est qu'on parle, ils aiment trop les taux synthétiques. Les taux synthétiques. Parce qu'une inflation, c'est un mouvement, c'est vrai, un mouvement d'ensemble. Dans un spectre économique d'ensemble, c'est un mouvement. Là, c'est sûr. Mais, dedans, il y a des éléments clés qui font l'inflation. Par exemple, au Ghana, l'Institut statistique du Ghana a fait de sorte que le transport, c'est 47%, est plus à 47% de l'inflation, le transport a augmenté de 47%, et la nourriture autour de 20%, qui justifie l'inflation générale de 24%. Mais ici, on dit que c'est 4,8%, donc on ne sait pas exactement quels sont réellement les facteurs qui font cette inflation. Parce que si j'ai les voitures qui ont augmenté, mais ça ne concerne pas les citoyens, ceux qui ont envie de demander. Donc, or, les statistiques sont importantes. Et donc, à défaut de les statistiques, nous-mêmes, nous avons fait des statistiques pour eux, à partir de leurs coordonnées, et pour leur expliquer d'où sort l'inflation et pourquoi c'est extrêmement compliqué pour les citoyens qui se plaignent. Parce que ce qui porte l'inflation ici, c'est bien la nourriture. Et essentiellement, la nourriture. Autre élément, une inflation c'est vrai, il faut consacrer la classe sociale qui est la plus touchée. Parce que si vous voulez corriger une situation, il faut faire une analyse pour voir quelle est la classe sociale qui est la plus touchée par l'inflation. Est-ce que ce sont les plus pauvres? Est-ce que c'est la classe moyenne? Est-ce que c'est la classe supérieure? Si c'est la classe des riches, nous, franchement, si c'est la classe moyenne ou la classe des pauvres, alors l'orientation des solutions que nous cherchons doivent tenir compte de cela. Malheureusement, nos statistiques ne le disent pas. C'est seulement en regardant le taux des inflations qu'on peut savoir finalement quelles sont les classes sociales qui sont les plus touchées. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Alors, on va vous donner l'étude d'un tableau qui vous montre l'inflation réelle. Nous sommes allés nous-mêmes, pour préparer cette émission, nous avons des équipes sur le terrain, on a fait des milliers de prix. Et nous avons comparé jusqu'en juin et le prix de juillet. Faire la part des choses. Et nous voyons ceci. L'huile du Nord, 90 centilitres. Le ménagère, vous connaissez tout ça. Le pourcentage qui était au 18 juin
juin de 950 francs. Le 18 juillet est passé à 1150 francs, soit une augmentation de 21%. L'huile du Nord, qui était de 1,5 centilitres, qui était de 1450 au 18 juin, est passé à 1750 au 18 juillet, ce qui fait 20,68%. L'huile du Nord, 3 litres, est passé de 1850 francs en jour le 18 juin à 6050 francs le 18 juillet, soit une croissance de 112%. L'huile du Nord, 5 litres, est passé de 4750 à. En fait, tu veux, il y a les qualités. Il ne faut pas le regarder le volume, il y a les qualités. Qualité de la finale et tout de suite. Qui était de 4750 est passé à 6050 et ça fait 27,32%. Les 20 litres sont passés de 17,500 à 21,200, ça fait 21% pour lui. Vous voyez bien qu'il est très loin de 4,8% dont on parle. Il en parle ici. Palme d'or, ça je crois que c'est les noms de circuit, c'est parti à 19%. Palme d'or 20, 21%. C'est la même chose partout les huiles. Il y a une Aya, là il y a des trucs qui s'appellent Aya. C'est des huiles bornées. Des huiles bornées. Aya, et qui sont passés pratiquement, le minimum de progression, il est de 18%. En un mois. Et ça, c'est la réalité. Et c'est de ça qu'il faut parler quand on prend l'antenne et qu'on veut expliquer la situation des pays. On ne se contente pas des taux synthétiques, on va au fond des problèmes. Alors, plus magie, même plus magie, parce que c'est important de savoir, parce que c'est que les populations, les sous sociales les plus pauvres utilisent comme instrument d'atteinte de leur nourriture. Alors, la tablette, à 18 juin, elle est à 1500, 18 juillet, pas à 1900. Ça fait 26%. Magie poulet, la même chose, 26%. Magie crevette, 1500, pas à 1600, on mange les crevettes, au moins 6,66%, et ainsi de suite. Le lait, la même chose, c'est-à-dire, il y a un tableau entier, si nous voulons le lire, mais tout est là. Nous allons demander la presse pour que chacun puisse le comprendre. Quand nous avons au niveau des pâtes alimentaires, c'est encore plus grave, les spaghettis, sur lesquels chacun là-bas fait souvent, quand on faisait les galops, avant c'était nos cultures, les petits pains, les galops, là, ça a pris de l'ampleur. Les spaghettis, maman, 200 grammes, est partie de 160 à 225. Et maman spaghetti est partie de 400 à 549. Donc, ça a augmenté, le minimum d'augmentation là-bas, c'est de 28% en moins d'un mois. C'est la viande qui est restée dans une proportion assez équilibrée, c'est-à-dire la proportion de juin à juillet, c'est de 9%. C'est important, mais ce n'est pas très clair. Voilà. La pomme de terre est passée à une proportion de 20%, le poisson thon pour notre cava est passé à 18,5%, les caves, ainsi de suite. Donc, ce tableau existe. Et tout à l'heure, on va aller au risque. On va aller à la station de l'huile, parce que la station de l'huile, on l'a traité à part. Comme c'est l'aliment le plus important, on l'a traité à part. Bon, voilà, ici, quand même, on peut donner quelques éléments. Le riz en personne, bon, il était de 8100, il est passé à 8150, mais ça, les gens le même. Donc, ça, je me dis, c'est acquis de 9,5%. Entre 150 kg est passé de 22 100 à 25 800, ça fait 16%. Riz, maman, qui était de 2450 francs, les 5 kg, les 4,5 kg, il est passé à 2900, soit 18,5%. Bon, maman, je crois que ça commence à. C'est le riz de. Voilà, des
kg, c'est passé de 2800 à 3225. Riz rizière, sac rouge, c'est passé de 9650 à 11 575, soit à 20% d'augmentation en moins d'un mois. Il y a un comme ça s'appelle riz local, même lui, qui est fait dans nos bas-fonds. Il est passé de 4100 à 4600 en un mois, soit une augmentation de 12,19%. Rizière, qui est passé de 525 à 650, soit une augmentation de 24%. Donc, voici les chiffres que de lait, je vous saute de lait, on a également tous ces éléments-là. Donc, voici la réalité que les statistiques du gouvernement ne nous permettent pas au plateau de pouvoir. Et qui fait que les Ivoiriens se plaignent. Parce que si c'était vraiment 4,8%, bon, l'augmentation, personne ne voulait se plaindre. Donc ça, c'est l'erreur. Nous pensons qu'il faut absolument que le gouvernement ait le courage de dire, de faire des statistiques, les mettre publiques devant tout le monde et que chacun puisse apprécier cela. L'autre solution que le gouvernement a proposée dans sa lutte, c'est, il dit, avoir les filets sociaux. Le gouvernement va aller prendre un prêt, comme toujours, devant et avec comment on appelle, la BAD, de 180 millions à peu près de dollars, on mettra à peu près une centaine de milliards, pour financer les filets sociaux. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Nous sommes des partis de gauche. Si c'est pour soutenir les partis, les peuples, les plus fragiles, il n'y a pas de problème. Le seul problème que nous avons, c'est que nous ne savons pas quels sont les critères de transparence. Quels sont les critères d'allocation. On ne connaît pas les transparents. Il n'y a pas de transparence. On ne sait pas. Parce que c'est d'autant plus important que quoi. Tout à l'heure, on vous a expliqué, c'est que ce qu'on appelle l'inflation. Il y a le décalage défavorable entre la masse monétaire exécutée, les moyens d'investissement exécutés et l'existence des biens et services. Si vous faites des allocations et que vous donnez à des personnes qui ne produisent pas, vous ne faites qu'augmenter effectivement encore plus la masse monétaire qui circule. Et si la production ne suit pas, mais si vous leur donnez 500 francs ou bien 1000 francs par exemple, et que entre temps, parce que la production n'a pas suivi, automatiquement, ben, les 500, les 1000 francs, ben, ça ne va pas être la même chose, vu qu'en temps, parce qu'il y aura de l'argent supplémentaire, les coûts vont augmenter de l'autre côté. Donc la solution que nous proposons dans cette chose, nous disons qu'il semble important que ça aussi le gouvernement soit transparent, ne pas qu'on donne l'argent à des copains, à des amis ou à des militants, ce n'est pas des filets sociaux militants, il faut que ce soit des filets sociaux des Ivoiriens, mais qu'ils soient dirigés vers ceux qui produisent. Et ça c'est important. Vers ceux qui produisent, c'est-à-dire vers les paysans, vers les populations de nos villages, les bourreaux, dont ils ont les exemples, mais n'empêche que c'est eux qui produisent le maximum pour la Côte d'Ivoire. Il faut se diriger vers eux, il faut leur donner le maximum de choses, et cela est extrêmement important pour qu'on comprenne les critères qui prévalent au niveau de l'allocation des filets sociaux, il est important. Parce que ça ne dépend qu'un crédit pour faire ça, il faut se s'attendre à quelque chose. Le quatrième point sur lequel le Premier ministre est venu, il dit c'est la crise du ruisseau. Alors là, c'est quand même assez fort. Il dit c'est la crise du ruisseau ukrainienne qui a justifié la flambée des engrais, donc qui justifie que les coûts soient chers. Nous sommes tous ici, en tant que nous sommes des enfants des paysans, ou en tout cas des paysans, ou alors nous faisons au moins le cycle culturel d'une année, la saison d'une année. La guerre a commencé en février, soit en novembre. Février, la section de production d'engrais est déjà finie. Donc, on ne peut pas me dire, donc, puisque logiquement, ce que nous récoltons, c'est ce que nous consommons sur l'année, en attendant, bien sûr, l'année suivante. Si vous me dites qu'en février, une guerre a commencé, que ce qui justifie l'enchérissement des coûts,
réalité, l'Afrique sahélienne, l'Afrique latine, on produit en gros 73 millions de tonnes de céréales, maïs, riz, sorgho, tout ça. Et que cette année, pour ce que nous sommes en train de consommer, la dépréciation n'est que de 1,8%. Et ces 1,8% s'explique par le fait qu'il y a eu une mauvaise récolte au niveau du Niger et un certain nombre de pays. Donc ça veut dire que dans la réalité, la production antilleuse n'a pas été touchée par la guerre. Donc vous ne pouvez pas justifier une augmentation de cette ampleur-là par les engrais. C'est vrai que les engrais ont augmenté. C'est vrai à cause des perturbations au niveau de la Russie, les choses, les engrais ont augmenté. Mais ça ne suffit pas, ça ne peut pas expliquer pourquoi nous sommes à ce niveau-là en ce qui concerne la production qui existait déjà. Et nous avons expliqué dans les tableaux pourquoi la production du Premier ministre n'est pas juste pour ce qui concerne la production que nous sommes en train de consommer maintenant. Ce qu'il faut que, si les mesures ne sont pas prises, par contre, c'est que la production 22, 23 va être compliquée. Parce que, entre-temps, toutes les agences estiment à moins 20% le niveau de production de 2022-2023. À cause du coût des engrais. Mais même encore ici, en Côte d'Ivoire, quand on regarde la situation, très peu d'engrais rentrent dans les vivriers. Je veux dire, comment on appelle nos parents de mon groupe, quand ils font du gamme, ils viennent chez moi, très peu on recourt à l'engrais. Je vais dire que c'est très difficile de lier. Je ne sais pas si le mandant va faire l'engrais, je ne sais pas si le mandant va dire. Il est difficile de lier la question de l'engrais au vivrier. Il est difficile. Le riz, oui, on le sait. Mais nous savons que l'engrais est beaucoup plus utilisé dans l'agriculture durable, notamment le coton en Montagne du Nord, et le cacao, et même le type d'engrais que nous vendons. Nous avons tous les gars, y compris le type d'engrais qui est vendu le plus en Côte d'Ivoire, et on se rend compte qu'effectivement, la majorité de l'engrais qui est vendu en Côte d'Ivoire, c'est de l'engrais qui est dirigé vers les produits viande. Par contre, ça c'est important, il y a des éléments que le Premier ministre a touché du doigt sans le voir, c'est ce que nous appelons le stock de sécurité alimentaire. Le stock de sécurité alimentaire, qui est le rapport entre les ressources, enfin, les produits vivriers disponibles et ceux qui sont consommés, ou du moins qui doivent être consommés. C'est-à-dire, vous avez produit dans le monde 650 millions de tonnes de riz. Quelle est la quantité de riz qui est consommée? Pardon, et qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui reste pour gérer la situation difficile? C'est ce qu'on appelle le stock de sécurité alimentaire. Alors, c'est important. Vous savez, le riz que nous vendons ici, c'est le cacha. C'est pour parfois faire des recherches et on écoute des choses très intéressantes. On appelle le cacha, le riz de grande consommation. Pourquoi il est moins cher et qui concurrence la production locale? Parce qu'il provient de ce qu'on appelle les anciens stocks de plusieurs années en arrière. J'explique. Les pays sérieux et normaux qui ont de l'ambition, qui te protègent, constituent toujours un stock qui au moins 5 ans de leurs produits de base. Sur 5 ans, au moins. L'objectif, c'est de prévoir effectivement que des crises comme la crise de Russie, la guerre, puissent effectivement empêcher de nourrir la population. Donc, c'est une pratique que le Japon fait, le Vietnam fait, tous les pays, la Chine fait. La Chine fait à elle seule 14% des réserves de stock alimentaire par an. 14%, la Chine seule. En Afrique, nous n'en avons pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand les 5 ans arrivent et que les Japonais, les Chinois, ils veulent déstocker ce qu'ils avaient mis en réserve, bon, évidemment, c'est comme si c'était des déchets pour eux, dans la réalité, puisque ce n'était pas prévu pour être vendu, c'était prévu pour sécuriser
plus aller. Donc du coup, ce riz-là devient moins cher par rapport au riz blanchi. Et nous avons donné des tableaux pour comprendre. Dans le sud Congoï, où en 18 juillet 2022, le riz importé coûtait 450 francs. Et notre riz local blanchi, il coûte 500 francs. Dans la mer, il fait 450 le riz importé et le riz blanchi fait 550. Dans le Haut-Atandra, 400, 600. Dans le Gros, 440, 580. Dans le Mono, 400, 500. Dans le Tompi, 400, 570. L'important du Tompi, c'est l'une des régions les plus politiques de notre pays. Et vous voyez comment le riz importé joue contre notre production locale. Dans le San Pedro, 330, 500. Mourodougou, 580, 380, 500. Et ainsi de suite. Mais ce qui est plus important et qui détermine la nature de la fragilité de nos projections, c'est que depuis 2017, toutes les agences d'alimentation du monde ont appelé le gouvernement pour leur dire attention, il y a le stock de sécurité mondiale est en train de décliner. Mais les pays africains, y compris la Côte d'Ivoire, personne n'a réagi. Personne n'a réagi. C'est maintenant, depuis 2020, qu'ils ont demandé à l'agence française de développement, l'AFD, et à l'UE à constituer des stocks de sécurité alimentaire. Donc, il n'y a pas de stock de sécurité alimentaire. Donc, réellement, ce que nous consommons aujourd'hui, comme nous importons, et que les cycles de culture ne sont pas les mêmes pays à l'autre, effectivement, les engrais qui sont utilisés là peut-être influents ce que nous avons importé maintenant, mais ce n'est pas notre production. Et donc, le gros problème qui est posé, c'est le problème de gestion prudentielle. Et je peux vous dire, et c'est ça, à chaque fois que nous revenons sur ces questions, nos camarades en face pensent que nous sommes extrémistes. C'est pas que nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont les gains de PTE ont été utilisés en Côte d'Ivoire. Et ça, je l'ai dit, on insiste là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, un pays comme le Ghana est en quasi-cessation du paiement. En quasi-cessation du paiement. La situation financière au Ghana est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis la même erreur que nous sommes en train de commettre. C'est-à-dire qu'ils ont eu le PTE en 2004. Au lieu de travailler à travers la production sur des éléments essentiels, notamment la nourriture, et ainsi de suite, ils sont entrés dans des politiques d'embellissement des villes, et ainsi de suite, et ils se sont endettés au maximum. Et aujourd'hui, le Ghana fait partie des pays les plus endettés du monde, de l'Afrique. Donc, quand on a vu ça, on se méfie de ce qui se passe. Et on doit se méfier. Logiquement, le PPDE, l'objectif, c'était de permettre d'accroître la production à tous les niveaux internes. Malheureusement, aujourd'hui, avec le niveau d'endettement que nous avons, et que nous sommes en situation de difficulté alimentaire à cause des perturbations à l'international, c'est là doit nous interpeller. C'est pas là nous interpeller. Il y a un autre élément qui est fondamental dans ce gouvernement ivoirien, c'est la propagande. C'est-à-dire, ils confondent politique et propagande. C'est deux choses qu'on fait la propagande un mois pour faire l'élection. Mais quand on a fait un gouvernement, on ne fait plus la propagande. Sinon, tu fais ça pour qui? Parce que de toute façon, les résultats vont te rattraper et les résultats sont là. Le Premier ministre dit que l'objectif de son gouvernement et le chef de l'État, c'est d'arriver à l'autosuffisance du riz en 2030. C'est ce qu'il a dit, moi je l'ai fait pour ici. Alors, c'est pas compliqué. On est allé sur le site du ministère de l'Agriculture. Depuis 2012, il y a un projet qui m'a annoncé qui s'appelle une agence de développement de l'agriculture. Et ils ont un projet qui s'appelle Stratégie de développement de l'agriculture. Voici ce qui est écrit dans leur propre 2012-2016. La Côte d'Ivoire couvre la totalité des besoins de consommation par la production. 2016-2018, la Côte d'Ivoire constitue un stock de critères de riz. Avant 2018, la Côte d'Ivoire exporterait du riz. Alors, les deux choses, soit nous marchons avec l'eau dans le temps, donc nous ne pouvons pas réaliser nos objectifs, sinon ça,
c'est quand même là. Comment on peut avoir dit ça et en 2022 nous dire que vos projections de vie c'est en 2030? Pourquoi on fait ça? Alors que la population a besoin de manger. On n'invente pas, ce sont des chiffres qu'on pense chez eux-mêmes. Mieux, en 2020, pendant la crise Covid, le ministre qui était en charge du développement du riz, je ne sais pas si c'est trouvé, non? J'ai trouvé. Il a dit ceci. Mais là, je vais citer parce qu'il a dit, il ne faut pas dire ce qu'il n'a pas dit. La mise en œuvre du programme d'urgence de riz permettra la production de 500 000 tonnes additionnelles de riz blanchi et apportera des réponses concrètes aux défis des femmes de la production. En même temps, il dit que déjà en 2017, la Côte d'Ivoire a produit 1 336 000 tonnes de riz. Donc si vous ajoutez 500 000 tonnes, c'est la moyenne. Si vous ajoutez 500 000 tonnes à 1 million, à peu près 400 000 tonnes, nous sommes à 1 900 000 tonnes. La Côte d'Ivoire consomme 2 millions de tonnes. 2 millions de tonnes. Donc qu'est-ce qui peut justifier que nous soyons frappés par l'enchérissement du riz? Si nous avons, c'est-à-dire quoi, nous disons avoir produit 1 900 000 tonnes, c'est-à-dire la quasi-totalité. Donc, on va savoir où il est où. Il est où? Donc c'est tout ça là qui fait que parfois à un moment donné, on ne nous prenne pas au sérieux. L'action gouvernementale, ce n'est pas une action de propagande. Quand on dit des choses, on va s'engager, et quand on n'a pas marché, il faut venir expliquer. Mais il ne faut pas nous écrire que nous allons exporter du riz en 2018 et nous dire en 2022 que non, le riz qu'on importe est devenu cher à cause de la guerre de ce jour. Mais alors que tu nous dis qu'on a tout pratiquement tout, nous on peut exporter du riz. Voici les contradictions flagrantes que nous avons. La question du riz, je vous dis que c'est. Je vais terminer par là avant de finir les propositions de notre parti. La question du riz, elle est importante. Le monde produit en moyenne 650 millions de tonnes par an. Seulement 31 millions de tonnes sont vendues. Seulement 31 millions. Ça fait 5%. Pourquoi? Mais parce que chacun nourrit sa population. Donc, si vous faites toute votre politique alimentaire autour du riz importé, voilà où nous arrivons. C'est quoi? Nous, en 2008, dès que la crise suprême est arrivée, le président Macron avait initié un vaste programme de riz, dont les résultats se trouvent dans le livre que nous avons fait. Et ça commence à être vraiment des éléments qui ont donné des résultats intéressants. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et nous en sommes arrivés à ça. Parce que ça, au moins, ça existe. Il suffit de prendre les données, ça existe. Donc, il n'y a que 5% de riz qui circule dans le monde. Le reste, les gens produisent pour consommer eux-mêmes. Ça, je crois que c'est important. Si nous arrivons au pouvoir, nous avons arrivé au pouvoir, nous devons avoir comme les statistiques claires ou orienter nos actions dans les faits. On ne peut pas construire toute sa structure, sa politique alimentaire autour d'une céréale dont le commerce est forcément restreint. L'autre décision, et je suis la dernière, c'est qu'ils ont dit, bon, le Premier ministre dit, écoute, dans la CEDEAO, on a décidé, nous parlons de cette pays maintenant, tous les produits alimentaires et autres, on les a soumis à une autorisation, on a restreint leur exportation vers les pays membres de la CEDEAO. C'est bon. Mais aujourd'hui, la situation dans les pays comme le Niger, l'inflation est très forte, parce qu'ils ont compris une mauvaise école céréalière. Mais si vous êtes couleur, on n'avez pas de nourriture. Ok. Mais ils vont venir ici. C'est pas compliqué. Et regardons bien ces temps-ci. Regardons le mouvement des populations ces temps-ci. Quelqu'un a faim. Entre le Nigeria et le Niger, hein, Dieu se sert sur la frontière. C'est la même chose entre le Bénin et le Niger. Vous dites, au lieu de réfléchir à une solution globale pour l'Afrique, non, nous on a décidé. Ok, c'est bon, c'est patriotique, c'est intéressant, mais le danger, c'est que les autres vont venir vers vous.
C'est pourquoi, par rapport à tout cela, nous voulons faire des propositions suivantes. C'est vrai que le pétrole, il y a un aspect du pétrole qui n'est pas de l'activité, la dernière fois j'en avais parlé, mais je voudrais tout simplement relever que nous avons les statistiques de la Direction générale des hydrocarbures qui nous donne un certain nombre d'informations, notamment une taxe qui est frappée, qui frappe chaque litre de pétrole et qui est versée au fer. Le fer, c'est le fonds d'entretien routier. Et tout à l'heure, on dit que maintenant, c'est des sortes colossales. Des choses. Et puis, il y a une partie qui est versée à l'État, mais depuis, quand l'État dit que j'ai fait 400 milliards de subventions, dans laquelle ils ont renoncé à prendre une partie de ces taxes-là qui frappaient donc les produits pétroliers. C'est ça qui dit qu'ils ont fait 400 milliards. Une bonne partie vient du fait qu'ils ont renoncé depuis janvier à percevoir ces taxes-là, qui viennent de 75 francs en moyenne par litre vendu en Côte d'Ivoire. Alors, nous souhaitons, comme le carburant continue de monter, et que le plus important aujourd'hui, c'est la nourriture, c'est comment alimenter nos populations, nous proposons que les revenus qui sont versés, cette taxe pour le faire, on la suspende pour une période de 3 mois de l'année. Elle fait, et je vous dis le montant, elle fait 73 francs CFA pour le litre, par litre vendu pour l'essence normale, l'essence super, et puis 25 francs par litre pour le gasoil. Quand on fait les calculs, nous disons que la première chose pour nous, c'est de suspendre cette taxe. Au moins, on va enlever 75 francs sur le litre de carburant, et sur la place 700 français, quand on enlève 75, on va trouver à 660 à peu près. 660 francs. On enlève les 25 francs sur le gasoil, qui est à 630, 35, si on enlève, ça va diminuer. C'est une mesure, il faut suspendre cette taxe. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans la station de crise, il faut prioriser, il faut faire une priorité des besoins et des urgences. Si vous demandez aux Ivoiriens aujourd'hui qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand vous mangez ou prendre la voiture sur une bonne route, ils vont dire franchement, vraiment manger là-bas. Donc, on a cette marge de manœuvre là, on pense qu'il faut faire. Maintenant, si le gouvernement ne comprend pas, alors nous leur proposons notre schéma. Pour 2021, cette taxe a rapporté 112 milliards de francs CFA au fer. Nous disons alors qu'à défaut, il faut monter un programme d'urgence avec les conseils régionaux pour travailler sur l'ouverture des pistes villageoises ou l'entretien du villageois. Parce que l'un des problèmes, et nous allons vous donner nous allons vous donner toutes les informations, l'un des problèmes que nous avons, c'est l'écoulement, la péréquation de la production entre les lieux de production et les marchés. On prend un exemple. L'une des zones de production les plus élevées du Parlement, c'est la Malawi. Selon l'OCPV, c'est-à-dire selon le ministère lui-même, le 18 juillet dernier, la banane plantaine s'est négociée à 160 francs du kilogramme à Bafri, à la Malawi. Mais en même temps, dans les derniers jours, il était de 1390 francs du kilogramme. Je ne vois rien, M. Soula, encore les remets beaucoup de temps. Dans le Haut-Sattandra, il était à 1240 francs. Dans le Sud-Goumé, 1390. Dans la limite, tu as 970. Dans le Béquet, 300. Dans le Gotougou, 230. Dans le Nawa, 690. Dans le Gotougou, 300. 230 dans le Nawa et 690 à Abidjan. Vous voyez-vous? C'est-à-dire, si c'est à 160 dans la Malawi,
veut dire que, dans la réalité, la production est abondante là-bas. Mais si ça a 1300 ailleurs, ça veut dire que ça n'arrive pas. Alors, au lieu de donner l'argent à une structure comme le fer, donc le rôle est d'entretien des routes. Bon, dans cette situation actuelle, nous pensons que cet argent doit être affecté aux conseils régionaux avec un programme d'urgence d'ouverture et d'entretien des pistes villageois pour que le réseau de connexion entre la zone de production et les marchés soit établi et bien établi. Sinon, la disparité des chiffres va continuer. Deuxièmement, pour l'année 2023 qui arrive, c'est l'année la plus difficile, puisqu'on estime à peu près 20% la perte de production. Deuxièmement, nous avons, à cause des engrais, nous avons 2 usines en Afrique qui font de l'engrais. Le Nigeria et le Sénégal. Nous pensons qu'il est peut-être bon que nous aidions ces usines-là qui sont dans l'espace CEDEAO à accroître leur production, parce que de toute façon, la potasse et autres, ça c'est sous le gouvernement des spécialistes que je dis, qu'on utilise ici, l'urée, beaucoup partent de l'Afrique et de la zone CEDEAO. Donc il faut accroître la production de ces usines-là pour permettre à l'Afrique de pouvoir s'autosuffire ou du moins d'avoir à produire une bonne quantité de son engrais et sert donc à la production pour pouvoir sauver la production qui arrive. Nous demandons au gouvernement de demander à l'Institut national des statistiques de faire des statistiques globales sur la situation de l'inflation en Côte d'Ivoire, en cherchant à déterminer quels sont les secteurs qui portent cette inflation, quelles sont les couches sociales qui sont les plus impactées, de sorte à orienter l'action du gouvernement dans ce sens. Les pays le font. Si cette étude n'est pas faite, bon, on va naviguer à volo, on va naviguer à vue, pardon. Et ça, ce n'est pas du tout intéressant. Donc, l'Institut des statistiques doit pouvoir produire des statistiques correspondant à la réalité de l'inflation. À long terme, il faut qu'on révèle dans notre politique des Nations Unies. Voyez-vous, c'est ça, quand on parle d'ajustement structurel des années 80 qui nous plombe tout ça. Dans les années 70-80, la Côte d'Ivoire était autosuffisante en riz. Moi, je rappelle même l'année même, il y avait tellement de riz qu'on a construit des usines un peu partout. Ça, c'était politique. Et puis, le chef d'État et ses amis, également les dirigeants plutôt de gauche sont venus dire que bon, ça c'est pas bon, ça dépend trop d'argent, il faut casser. On a cassé. Or, eux tous, dans leur pays, subventionnent l'agriculture. Et tous, ils subventionnent l'agriculture. Et nous, on nous interdit de subventionner l'agriculture. Ce n'est pas sérieux. Donc aujourd'hui, il faut qu'on revienne sur ces fondamentaux. Et ça, je pense que nous devons en faire notre politique. Ça, c'est un axe fort pour lequel nous devons nous organiser. Parce que c'est important. Le riz, là, l'Afrique, la CEDEAO consomme 40 millions de tonnes de riz par an. On produit moins de 25 millions. Il y a même des 35 millions qui se promènent là. C'est pas suffisant si on a besoin seulement en Côte d'Ivoire pour qu'il nourrit toute l'Afrique et toute la population africaine et de la CEDEAO. Donc, ça, il faut que nous revenons sur ces fondamentaux. Et c'est autour de ces fondamentaux-là que d'ailleurs le président Gbagbo avait bâti sa politique à partir de 2008 en s'inspirant de l'exemple qui nous diffusait au niveau de la société. Au-delà du riz, les gouvernements africains se sont engagés à Malabo, on appelle ça la déclaration de Malabo, à produire le maximum de vivriers, à orienter les investissements vers vers le secteur de production vivrière. Aujourd'hui, il est temps que nous demandons à nos gouvernements d'appliquer la déclaration de Malabo, qui est une déclaration sur laquelle ils ont pris. Et ça, il est important pour tout la parole. Et il faut qu'on s'implique la Russie. Aujourd'hui, pourquoi la Russie est forte? Parce que tout simplement, depuis 15 ans, les gens ont commencé à leur mettre des sanctions, y compris des sanctions à un moment donné sur l'importation de certains produits alimentaires. La Russie n'a rien dit, elle est rentrée en Afrique. Et en moins de 5 ans, elle a commencé à produire
produit elle-même plus que ce qu'elle peut consommer. Et aujourd'hui, c'est elle qui contrôle l'entièreté du marché des céréales dans le monde. Et c'est Kissinger qui disait, celui qui contrôle la nourriture contrôle les peuples. Il y a des éléments, ça, nous devons l'intégrer chez nous, nous devons suggérer ça au gouvernement. C'est très important, nos habitudes alimentaires. Ça aussi. Hier, j'ai regardé une vidéo, quelqu'un a présenté sur Facebook, quelqu'un a présenté un plat, son petit déjeuner. Et il a titré, ça c'est l'exemple typique de notre dépendance alimentaire sur les extérieurs. Il y avait le fromage, il y avait du pain, il y avait des saucisses, il y avait... C'est ça, on a fait aujourd'hui, j'ai bien déjeuné. Mais ça ne vient pas de chez nous, et il faut le dire. Et ce que nous disons là, toute la commission qui est élue par la FIDIAO, elle est revenue là-dessus. Ça coûte quoi que le matin on te fasse brainer ou on bouille ta banane? Avec ton riz rouge. Ça coûte quoi? Ou bien nous, la bouille de mille, avec le momie, ça coûte quoi? Parce que dans la réalité, le blé, là, on ne le produit pas ici. On ne produit pas le blé ici. Et nous avons soit 40% de notre alimentation tourne autour du blé qui n'est pas produit ici. Enfin, on l'a produit, c'est vrai, mais il y a longtemps, on a fait ça. Donc ça aussi, il faut qu'on ait une éducation là-dessus. On ait une éducation là-dessus. Les Chinois produisent ce qu'ils mangent d'abord. Les Vietnamiens, le Vietnam est sur le même réseau, enfin. Et nous sommes les seuls qui produisons que nous ne mangeons pas. Et nous mangeons ce que nous ne produisons pas. Et je vais finir par cette dernière statistique. L'agent Ecofin a dit ceci. En 2019, l'Afrique a exporté des structures de rente pour 47,2 milliards de dollars et a importé la nourriture pour 68 milliards de dollars. Ça veut dire quoi? Que notre balance de paiement est influencée par des trucs que nous pouvons nous-mêmes corriger à l'interne. Ça, c'est le paradoxe. C'est-à-dire, on a envoyé le cacao, on l'a vendu, on est d'accord, mais quand tu viens là, tu es obligé d'aller acheter du riz. Et donc, tu donnes ton crédit parce que puisque son enjeu il a 18 milliards d'écart. C'est ce que nous devons changer. Et c'est ce que le PPA voudrait dire. Il y a des solutions pratiques que nous voulons citer. Il ne faut pas qu'on se contente des déclarations dogmatiques ou propagandistes. Il faut que le gouvernement soit actif parce que les Libanais souffrent. Les Libanais souffrent. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas encore dans la rue qu'il faut penser qu'on ne sera jamais dans la rue. C'est deux choses différentes. Parce que, à un moment donné, quand on ne pourra plus manger vraiment, nous tous là, il n'y aura plus RHDP, il n'y aura plus PDC, il n'y aura plus PPAC, c'est tous les Libanais affamés qui vont se retrouver dans la rue. Et les exemples existent ailleurs. Donc que le gouvernement prenne attention qu'il écoute les populations. Au lieu de dire, ah oui, non, on est bon ici, ça a augmenté, mais ce n'est pas trop grave. Voilà un peu ce que je viens de dire. Alors le second point, on va aller très vite, c'est parce que la question fondamentale, c'était vraiment la chaîne de la vie. Le second point, c'est la rencontre avec le président de la République et ses deux prédécesseurs. Cette rencontre, il faudra bien la situer, et bien en restituer le contexte, c'est la volonté du ministère, de l'opinion politique ivoirienne. On s'est réunis sur l'initiative du gouvernement de décembre à mars, dans le cadre du dialogue politique. Et là-bas, de façon unanime, tous les participants ont dit il y a des questions essentielles de la Côte d'Ivoire qui ne peuvent pas trouver d'autres solutions que si les trois, le président de la République et les deux présidents se rencontrent en débat. Donc c'est une initiative
et on a appelé ça, le dialogue politique a appelé ça le cadre permanent de rencontre politique. C'est-à-dire que ce n'est pas un cadre pour la vie, c'est un cadre permanent. Et c'est dans ce contexte que nous sommes retrouvés le 14 juillet du président de Gbagbo, le président et le président Ouattara se sont retrouvés au palais. Ils ont débattu des points suivants. La subvention des partis politiques. Ils ont évoqué, je pense qu'il faut bien que les thèmes soient, ils ont évoqué les points suivants. Parce que les linguistes, ils savent la part des choses. Ils ont évoqué la subvention des partis politiques, le budget des comptes bancaires, la libération des prisonniers, la recomposition de la CEI, la révision du découpage électoral, la vie chère, ce qui a justifié que nous avons fait cela, l'audit de la liste électorale et la situation de Richard Découlé et de Soro Guillaume. Voici les 8 points qui ont été débattus, qui ont été évoqués. Je pense que puisque on vient ça sur l'information, et quand nous pourrons aller au PDCI, parce que apparemment nous venons la prière, nous demander que ces éléments-là, nous veulent qu'on leur donne des réponses. On travaille là-dessus. Donc, le président exécutif et l'obligation qui est là-bas, peut-être qu'il finit que nous travaillons, parce que nous leur avons nos propositions, nos observations sur ces points-là. Alors, ils n'ont fait que les évoquer. Peut-être que c'est au niveau des groupes de travail technique, nous allons aborder ces questions-là pour leur apporter des solutions rapidement. Mais je voulais dire ceci. Au nom de notre parti, la présence du président Gbagbo mérite d'être saluée. Il faut qu'on salue ça. Parce que j'avoue que parfois, à titre personnel, quand on le regarde, je me dis, bon, je ne sais pas les présidents, est-ce que c'est normal? Parce que très peu de personnes sont capables du dépassement de leur personnalité pour ça. Quand vous le voyez, et vous vous souvenez que quelqu'un qui s'est tapé 10 ans de prison pour rien, qui était au pouvoir qu'on est venu enlever monnaie militaire pour rien, qu'on a tué, emprisonné, peut-être dans l'église ses partenaires pour rien, incapable d'assister au funérailles de sa mère pour rien, il est capable d'aller s'asseoir avec eux pour discuter des questions de la Côte d'Ivoire. Je pense, parfois je pose ces commentaires, mais il faut être vraiment doté d'une puissance morale élevée, d'un sens de responsabilité hors commun et d'un patriotisme à niveau pareil, il doit faire ça. Et vous voyez, nulle part, il n'a pas parlé sur le problème personnel. Dans toutes les questions, il n'a aucun territoire. Et même dans les points que nous avons abordés, nous avons envoyé, le président nous a instruit, moi, les problèmes personnels, je ne veux pas que vous en parlez. Parce que mes droits, ça ne s'existe pas. Mais il s'en va avec les chefs d'État. Connaissant tout ce que je peux vous dire. C'est pourquoi il y a certains commentaires qu'on fait qui nous donnent un peu de sérieux, un peu de dignité, parce que ce n'est pas ce qui fait, n'est pas évident. Moi, je ne sais pas. Pour moi, je peux moi. C'est difficile. Mais il a fait, il a fait pour nous donner la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il faut saluer sa hauteur d'esprit. Ça, c'est important. Il faut aussi remercier le président Alain Bédié et le PDCI qui ont accepté que nous travaillions ensemble pour préparer ça. Et vraiment, c'était quelque chose de très bien préparé ensemble. Et nous allons continuer de travailler comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut vraiment saluer la disponibilité du président Alain Bédié et du PDCI. Il faut aussi se féliciter, se réjouir de l'annonce qui est faite par le président, le chef de l'État, durant ce cadre-là permanent. À la fin, il a dit que ce n'est pas extraordinaire, que ça va se tenir de façon permanente. C'est un appel qui a été décidé par le dialogue politique. Mais on lui rappelle qu'on fera toutes les
décision politique, c'est à lui qu'elle appartient. La responsabilité historique, c'est à lui qu'elle appartient. C'est lui qui va décider qui a lieu de faire ou pas faire. Donc il est bon pour lever la paix. Tout en nous réjouissant de cette rencontre, il faut que nous lui rappelions que c'est effectivement pour donner force exécutoire pour ce qui sortira de cette rencontre. Cela lui incombe en tant que premier responsable politique, en tant que chef de l'État. Et ça, il faut qu'il ait ça en esprit. Lui, il ne sait pas façon. Et nous disons, au PPLAC, nous sommes disposés à accompagner tout en tout cas, à contenir tout le processus de réconciliation nationale. La dernière fois, je vous ai expliqué les raisons. Nous, on ne fait pas pécher en notre eau. On essaie de pécher dans l'eau claire. Depuis 2012, l'eau est tout. On va se débrouiller pour la clarifier, pour que nous puissions pécher. Donc, nous avons tous les processus. Le troisième point d'actuellement, c'est sur la question de la diplomatie que même le chef de l'État ivoirien. Pour nous, c'est une diplomatie très inquiétante. Elle est très, très inquiétante. Parce que beaucoup de pays, notamment le Mali, et aujourd'hui de plus en plus le Burkina Faso, pensent que nous servons beaucoup plus la cause. Nous sommes, je dirais, le terrain par lequel passent tous leurs faux coups contre eux. Ils pensent qu'il ne faut pas qu'on se les cache. Il ne faut pas qu'on se les cache. Parce que depuis la chute d'Ibeka contre le Mali, nous tous, nous avons vu comment les sanctions sont allées de façon craintive sur le peuple malien. Et comment il ne faut pas avoir peur. Et comment notre pays a joué le rôle avant-gardiste dans ces processus de sanctions contre le peuple malien. On se souvient quand même qu'il y a eu cette fameuse audio, même si le chef d'État dit que ce n'est pas lui. Bon, en tout cas, et on se souvient que le gouvernement malien avait décidé d'ouvrir une enquête judiciaire sur cette situation. Et que ça les dérange. Entre une voix qui ressemblait étrangement à celle du chef de l'État et un opposant malien. On se souvient que c'est ici que certains, c'était nos camarades, s'est autoproclamé chef de l'État en Côte d'Ivoire contre le Mali. C'est dans cette ambiance difficile-là que l'histoire de 49 personnes aux identités plus ou moins obscures sont débarquées au Mali sous le couvert donc d'une mission de la MINUSMA, qui est la mission onusienne du Mali. Cette situation-là, de façon évidente, commence sérieusement à perturber le voisinage, le bon voisinage. Et nous savons tous ce qui s'est dit autour de ces 49 militaires ivoiriens qui se retrouvent dans cette situation. Et hier, il y a 2 jours, le procureur général fait le parquet de Bamako a décidé d'ouvrir une information judiciaire, avec une enquête, pour faire la lumière sur cette affaire. Quelles qu'en soient les raisons, nous n'avons pas intérêt à rencontrer la Côte d'Ivoire, qui a sur son sol, au dernier recensement, 6 millions de personnes étrangères africaines qui vivent ici, notamment africaines, dont une proportion importante du Mali et du Burkina qui vivent ici. Ne leur donnez pas l'impression que
nous avons une diplomatie qui dérange notre pays. C'est pas bon. Et nous, au PPACI, on doit bien se garder ça avec lui. Que quand la rébellion en 2002 éclate, je me souviens bien que le président de la République avait diligenté des missions d'explication dans les pays de notre espace pour expliquer la situation. Mais le retour qui nous a été fait, au plus profond des gens, beaucoup de ces pays semblaient applaudir la rébellion, pas parce que c'est la rébellion, mais parce que je disais, enfin, ce qu'ils ont sémé ailleurs est en train de fleurir chez eux. Ce qu'ils ont sémé ailleurs est en train de fleurir chez eux. Parce que nous ne voulons pas qu'à notre histoire, le Biafra, l'Angola, le Libéria, la Sierra Leone. La vie c'est long. Et l'impression qu'on a, c'est que, en tout cas, le gouvernement actuel fait une diplomatie pour le compte d'autrui. Et ça, pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est pas bon. Et cette image-là n'est pas bien pour l'Afrique. Cette image-là n'est pas bien, donc elle n'est pas bien. L'histoire des 49 soldats, c'est une sorte de tache noire qu'on ne peut pas balayer comme ça. C'est extrêmement important. Il faut que la lumière soit faite. Le PPACI veut que la lumière soit faite sur cette affaire. Et sur ça, nous avons sur ce point de 49, nous avons donné plus clair là-dessus. Pour nous, il faut que l'Assemblée nationale demande une enquête parlementaire. Il faut une enquête parlementaire pour clarifier, parce qu'il s'agit d'une armée nationale. Il s'agit de notre légion d'honneur, c'est-à-dire ce qui fait pour notre dignité. Nous demandons que toute la lumière soit faite. Il est important qu'on sache que c'est partie de cette situation. Afin d'apaiser les relations entre nos deux pays. Un autre registre, c'est la question du dernier voyage de Blaise Compaoré. La dernière fois, dans une flotte, dans un avion, la flotte présidentielle, oui, Blaise Compaoré, qui est un exilé, accepté quand même qu'un autre ancien exilé, ne soit pas fait Michel lui, est parti du Nord. Nous dit-on pour aller participer à l'enquête de réconciliation autour de sa personne qui va réunir 5 chefs d'État en 15 chefs d'État. Il est parti. Malheureusement, les choses ne sont pas faites comme telles. Sur les 5 chefs d'État, seulement 2 sont venus. Lui, Blaise Compaoré et puis Jean-Baptiste Ibrahimo. Roch Kaboré, Kafando, Zida et tous ne peuvent pas s'associer à cette initiative. Mais l'impression que ça a donné une bonne partie de l'opinion burkinabé, c'est dit attention. Finalement, on a l'impression que le coup d'État contre Roch Kaboré a servi autre chose que les intérêts qu'on nous avait présentés, qui avaient été avancés. Est-ce que ce n'est pas une façon de remettre en scène l'ancien régime qui a été chacun en 2014, avec la complicité de notre pays? Une fois encore, avec cette opinion, de l'opinion, elle ne soit pas de moi, c'est l'opinion burkinabé qui le pense. En tout cas, de plus en plus. Donc, cette sortie-là, nous, on est d'accord sur le processus de réconciliation. On ne peut pas laisser le Burkina ne pas continuer dans cette voie-là, il faut qu'il y ait un processus de réconciliation. Mais il ne faut pas donner l'impression que nous sommes en train de pousser cette réconciliation, nous, la Côte d'Ivoire, dans un sens contre l'autre. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, en tant que PPACI, même Ivoirien,
président ont parlé dans son avion de la Côte d'Ivoire, je me suis dit, il y a quand même un problème. Je me souviens que le président Laurent Gbagbo est venu par voie commerciale. Difficilement. Par voie commerciale. Et qui continue de vivre dans une maison privée, sa maison. Alors que la loi demande au gouvernement de le loger, soit dans une maison, soit en payant un loyer. Mais pendant ce temps, les compagnies de loger, c'est un événement imparti. Voyez-vous, en toute conscience, cela pose un problème. C'est d'éthique morale, d'éthique politique, pardon. Cela pose un problème d'éthique politique. On est pour l'hospitalité. C'est une valeur africaine. L'hospitalité, c'est une valeur africaine. On ne peut pas discuter. Mais l'hospitalité doit accompagner quand même une sorte d'éthique. Donc, cette diplomatie-là nous pose un sérieux problème. Parce que nous envisageons de prendre le pouvoir en 2025, nous allons le prendre. Et puis là, il va prendre le pouvoir. Mais nous ne pouvons pas éviter les situations difficiles. Nous ne pouvons pas éviter les situations difficiles. Donc, cette situation, cette façon de faire la diplomatie, il faut la reverser vers une politique pas agressive vis-à-vis des gens. Il faut la faire dans l'intérêt des peuples africains, pas dans l'intérêt d'autres personnes. À la seule condition que le rôle essentiel du leader sous-régional de la Côte d'Ivoire pourra être essentiel. Si nous renonçons à ça, alors nous devons avancer. Mesdames et messieurs, voici. J'ai insisté sur l'enquête parlementaire. Il faut que les résultats de cette enquête soient rendus publics. Il faut que nous soyons informés des requêtes de l'enquête. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les membres de la direction de SAFI, voici les sujets sur lesquels nous avons conduit, autour desquels nous avons conduit aujourd'hui. La cherté de la vie, la rencontre de ce que nous appelons les trois grands leaders ivoiriens, et puis la diplomatie ivoirienne. C'est une question de la Tunisie. Nous avons dit que notre parti ambitionne, et c'est juste, de prendre le pouvoir en 2025. Donc nous devons être regardants sur tout. Sur tout. Les gens disent, oui, vous parlez, mais vous n'agissez pas. On va agir très bientôt. Déjà, nous en parlant, on agit déjà. Mais comme j'ai déjà dit, notre parti est en train de s'organiser. Et il s'organise très bien. Et très bientôt, le masque que nous sommes en train de porter va sortir. Et alors, quand il sortira, vous comprenez pourquoi on a mis tout le temps pour l'année, parce que c'est un masque assez dangereux et assez perpétuel. Je vous remercie. Merci à monsieur le ministre. Je demande aux amis de la presse de préparer maintenant vos questions. Le temps que le ministre prenne une petite pause d'intérêt. Malheureusement, on est soumis à beaucoup plus d'électricité. C'est pas un fait nouveau. Bon, enfin, on va être très vite. Soyez concis. C'est l'émergence. Oui. Bon, vous prenez la parole. Donnez-moi d'encore de presse et vous posez la question. Oui, monsieur le ministre. Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro.
Avancez un peu. On n'a pas de micro, donc avancez pour être audible. Mais surtout qu'on fasse moins de bruit. Pour pas perdre le peu de que nous avons. Voilà. Allez-y. Oui, monsieur le ministre, vous avez dit beaucoup de choses. On sait actuellement une question importante. La 49 soldats ivoiriens qui sont retenus au Mali. Quelle est la position du PEPACI? Quelle est la position officielle du PEPACI par rapport à cette situation? Cher ami, d'abord présentez-vous. Max Soubi de Mehdi 1, télévision marocain. Télévision marocaine, oui, Mehdi 1. Max Soubi. Ok. L'habitude que nous avons répondu directement, c'est tout. Oui, c'est tout, c'est tout. Voilà. Nous avons, au lieu de nous répéter, nos positions est claire. Le positionner En tant qu'Ivoirien, contribuable Ivoirien, qui participe au budget de l'État par nos contributions. En tant que parti politique, qui est à la fois, qui se réclame de la gauche et qui est panafricaniste, nous demandons, avant toute position, que la lumière soit faite totalement sur cette affaire. Qu'elle soit faite totalement. Tout à l'heure, nous avons dit que nous demandons une enquête parlementaire pour savoir, le ministre de la Défense doit être entendu sur cette affaire. Des enquêtes doivent être menées parce qu'il s'agit de soldats, en tout cas réputés, des soldats qui sont allés, quelle que soit leur fonction, on dit que ce sont les soldats là-bas. Ils se trouvent là-bas. Vous allez, je parle de la Légion d'honneur. Est-ce qu'on nous explique quel était l'ordre de la mission? La mission correspondait à 6 mois. Et cela est important. Donc, avant toute position, et nous, au FIBA, nous montrons en connaissance de cause, il nous faut une enquête claire sur la situation. Et nous attendons aussi les conclusions de l'enquête qui a été menée par, comment on l'appelle, demandé par le gouvernement. C'est pas mal. Quelles que soient les raisons, nous pensons que la solution doit être diplomatique. Donc, dans le PPACI, salue les initiatives qui sont prises pour pouvoir régler cette crise de façon diplomatique. Nous avons dit en Côte d'Ivoire, nous avons au moins 2 millions de Maliens. Il faut le dire à des ministres. Donc pour nous, c'est une question, elle n'est pas banale. Bien que nous militons pour la relation de ces personnes-là, parce que ce sont nos militaires, cela va se faire dans le respect par la voie diplomatique, mais cette libération ne va pas se faire sans qu'on ait. Elle peut se faire, mais il faut au moins que l'explication, que les raisons soient connues de l'aide, pas soient connues, et que la lumière soit faite sur cette question. Pour éviter que cela se répète. Merci, monsieur le ministre. Chers amis, une question par regard. Je vous en prie. Alors, bonjour monsieur le ministre. C'est Samuel Bernard de France 24. Je voudrais savoir ce qu'attend le PPACI, peut-être de la fête nationale vis-à-vis de la question des prisonniers politiques. Quels sont les espoirs que le PPACI nourrit sur d'éventuelles annonces du côté de la présidence? Oui. Depuis que le président, il fait la libération des prisonniers une priorité absolue. À chacune des rencontres, j'ai rencontré le chef d'État, il lui a posé ce problème. Et il ne cache pas du tout sa position sur ces questions. Nous, au PPACI, au dialogue politique, cette question c'est le point premier de nos revendications, de nos sujets sur lesquels nous avons débattu. Donc, ils se sont rencontrés et le point a été évoqué également pendant leur rencontre. Tout à l'heure, j'ai évoqué les 8 points qui ont été évoqués. Et le premier point, le deuxième point, c'est la libération des prisonniers. Tout à l'heure, en conclusion, nous avons dit la responsabilité politique incombe au chef de l'État. Les Ivoiriens veulent aller à la réconciliation. On veut finir avec la parenthèse, fermer définitivement la parenthèse de 2012. Donc,
tout ce qui rappelle cela doit pouvoir finir et que nous puissions avancer. Donc notre position, c'est que nous souhaitons, nous demandons la libération de cette prisonnière. Et juste sur la question rapidement de ce que vous avez évoqué avant, sur la question de l'enquête parlementaire, est-ce que ce ne serait pas intéressant que la Côte d'Ivoire parle d'une seule voix dans le contexte actuel? Qu'est-ce que vous dites aux gens qui pourraient vous reprocher ça? J'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui pourraient vous reprocher de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne parle pas d'une seule voix face à la question, face au Mali, sur cette question des Ah oui, mais nous parlons, on ne peut pas parler d'une seule voix puisqu'on n'a pas les mêmes intérêts dans cette affaire. Pour que nous parlions d'une seule voix, il faut qu'on soit. Si on nous avait consulté, on nous avait dit pourquoi on les a envoyés là-bas. Si nous savons pourquoi ils sont là-bas, bon, évidemment, on va s'asseoir pour parler d'une seule voix. Mais, j'ai expliqué tout à l'heure, nous les avons le temps pour qu'on comprenne. En tant qu'Ivoiriens, on ne peut pas. Nous sommes gênés que nos soldats se retrouvent dans cette situation. Donc, nous demandons, effectivement, nous souhaitons qu'ils soient retournés, mais par la voie diplomatique. Sans toutefois que cette venue cache ou bien empêche la recherche, la vérité sur ce qu'ils sont allés faire là-bas. Parce que c'est ça qui est important. Donc, il y a le sentiment patriotique. On a des soldats quelque part. Le sentiment patriotique nous demande de lutter pour qu'ils viennent et nous saluons toutes les initiatives qui sont faites. Mais en même temps, on a le devoir de savoir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les raisons pour lesquelles ces personnes sont allées là-bas, et que, effectivement, l'opinion nationale soit suffisamment informée. Merci, monsieur le ministre. Oui. J'aime oui, horizon honnête. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez parlé de la question des prisonniers militaires. Alors, lorsqu'il y a eu la rencontre entre les trois grands, est-ce que vous avez tâté le terrain? Est-ce que vous avez constaté une situation d'esprit favorable à l'espoir de libération? Parce que c'est la première fois que le président rencontre le président Alassane Ouattara. La première fois, cette question a été évoquée. Il y a eu l'espoir et ils ne sont pas encore libérés. Et on va à une deuxième rencontre. La question revient sur la table. Lorsque vous tâtez le terrain du côté du président Ouattara, est-ce que vous avez le sentiment que d'ici quelques moments, les chiffres vont se décanter, que ça sera partout la même chose? Merci. Alors, il va falloir qu'on crée un secrétariat chargé de la magie. Parce que ce que vous me demandez là, c'est que je puisse rentrer dans la conscience de Ouattara pour dégager ce qu'il pense. Moi, nous ne raisonnons pas dans ces termes de datos de Europa. Nous raisonnons en termes d'intérêt national. Nous pensons, qu'il n'est pas juste, ça je vous le dis de façon claire, que quelqu'un comme le général Fossigno, Barbara Fossigno, qui était sous les ordres de Philippe Bambou, parce que ça aussi il faut se dire la vérité à un moment donné, se trouve de ce fait de la crise, parce qu'il était officier supérieur en prison, et Mangou est premier ambassadeur. Ça, il y a quelque chose quand même dedans. Donc, c'est tout ça qui nous pose problème. Donc, on ne peut pas continuer avec ça. Alors, pour nous, notre position est claire. Nous ne sommes pas entrés, on ne va pas rentrer dans les boules de cristal, les jeux de dîner. Mais c'est une question politique et nous demandons qu'il est temps que ces personnes-là soient libérées. Il est temps que ces personnes soient libérées. Et nous disons que la responsabilité politique première incombe au président de la République. Notre demande est encore pendante et nous attendons, nous espérons que le 6 août prochain, il va nous surprendre avec de bonnes nouvelles. C'est tout ce que nous savons. Et en tout cas, nous continuons pas la mission. Merci, monsieur le ministre. Le ministre, l'éducation n'est pas très intelligente. Ceux qui sont au pouvoir sont supposés être des filles, des finances, qui viennent de certains réseaux de finances. Monsieur le ministre, je disais,
supposés les meilleurs technocrates en finance dans le monde. Ils viennent des arcanes, des grandes finances. Et vos analyses chaque fois nous inquiètent. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'ils sont incompétents? Ou est-ce que c'est la mauvaise vie? Merci. Alors moi, notre réponse sur la question, je dirais à deux niveaux, mais c'est rapide quoi. La politique, un homme politique, un chef d'État n'est pas un huissier. Quand le chef d'État n'est pas politique, quand le chef d'État n'est pas commerçant. On est politique. On est d'abord politique, donc on a une vision et on accompagne, les techniciens vous accompagnent pour que cette vision se réalise. Que vous soyez sorti de Harvard ou descendu du ciel, c'est la réalité et c'est ça qui fait la politique. Il faut avoir une vision. Et la différence entre eux et nous, c'est que eux, leur vision, c'est de faire Abidjan juriste. Nous, notre vision, c'est de faire la Côte d'Ivoire un pays où les gens sont heureux d'y vivre et que la disparité, la pauvreté recule. Notre vision, c'est qui a été prouvée pendant tout le temps qu'a fait le président Laurent Gbagbo, avec tout ce que nous avons dit, budget sécurisé, et ainsi de suite, c'est de donner une dignité au peuple ivoirien, au peuple africain. Et leur vision, c'est d'embellir la route entre Abidjan et Assini. Bon. C'est pas un problème économique, ce n'est pas un problème de technicien, ce n'est pas un problème technocrate, c'est un problème d'abord politique, du choix politique. Mais il y a des choix politiques pour les faire, pour les assumer. Peut-être eux aussi tirent le son de ce qui nous est arrivé et qui n'ont pas le courage que nous avions. Parce que pour changer d'être dans un contexte, il faut être courageux. Il ne faut pas venir devant pour la jouissance du pouvoir. Il faut que tu sois éclairé, quelque chose à changer. Ça peut te coûter ton poste. Ça peut te coûter ce qui t'est arrivé. Mais on ne perd pas le nord, on garde le cap et on maintient la vie. C'est cette vision qui leur manque. Sur les techniciens en Côte d'Ivoire, il y en a plein. Il y en a plein. Mais si vous appelez un technicien et que vous ne lui donnez pas le contexte pour qu'il puisse vous l'orienter mal, mais évidemment, il va donner moins de résultats. Donc c'est d'abord une question politique, ce n'est pas une question de compétences techniques. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup. Parce qu'il y a un docteur qui est assis ici, un docteur en économie, il y a un ingénieur qui est ici, un ingénieur, tout le monde a. Il y a plein de potentialités en Côte d'Ivoire. Et les 4 mois que j'ai passé au gouvernement, c'est pendant la crise de l'année, on a compris à quel point les Ivoiriens avaient la compétence. Ce qui leur manque, depuis 2011, c'est le leadership clair. Voilà la différence. Merci, M. le ministre. Dans nos pays. Merci, M. le ministre. Dans nos pays, contributeur qui réalise Africa TV News. Monsieur le ministre, je parle d'un constat de terrain personnel. Le lendemain de l'intervention du Premier ministre à la télé pour justifier la flambée des prix, je suis parti dans un supermarché, pas pour faire une enquête, mais pour juste faire un achat d'un sac de riz de 3 kg, 5 kg de lisière à bon prix. Le pouvon, il était affiché dans le rayon 3100 francs. J'arrive au guichet, on me dit 3250. La jeune dame elle est étonnée. Elle dit qu'hier nuit, c'était encore 3100 francs. Et donc elle m'a même dit, monsieur, papa, c'est 3100 francs. Mais elle tape, dit, ah papa, c'est devenu 3250. Alors moi, mon réflexe de journaliste se réveille, il va attendre d'abord. Donc je repars pour essayer de voir dans d'autres surfaces. Je me retrouve chez les Libanais, chez les Mauritaniens, là, c'est 3300. Je continue, je vais à moins cher. À moins cher, eux, ils n'avaient pas de 5 kg, mais ils avaient le 4,5 kg. Et la jeune fille qui est dans le rayon, elle me dit que c'est 2700. J'arrive au guichet, on me dit que c'est 2300.
J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le jeune homme me dit que non, c'est la nuit qu'ils ont augmenté. Alors, je me dis, mais le Premier ministre a parlé hier. Et ça augmente la même nuit. Alors, dans mes investigations, j'ai dit, mais qui fait ça? On me dit que c'est le groupe Carré d'Or. Il y a un groupe de commerce, les commerçants qu'on appelle Carré d'Or. Et dans cette structure-là, il y a des sociétés, la SDTM, Société de distribution de toutes marchandises, qui a opéré cette augmentation-là subitement. Moi, je me dis, mais attends, si moi, simple consommateur, j'ai pu découvrir d'où vient la source des augmentations anarchiques, le gouvernement doit le savoir. Et si le gouvernement ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Si on sait d'où viennent les augmentations, qu'est-ce qu'on peut faire si vous êtes au pouvoir? Alors, peut-être que la prochaine fois, tu achètes la nuit. Tout à l'heure, je vous ai parlé de propagande. De propagande. C'est différent de la réalité. Donc, on en rit de la situation dramatique. Parce que imagine-toi que tu aies donné 3100 francs à la personne au marché, et puis on a donné 3250. En fait, je vous l'ai même dit, le gouvernement a affiché sur son site certains prix que nous avons comparés dans nos documents avec les prix qui étaient effectués. Il y a une différence abyssale à un certain niveau. La question, c'est est-ce qu'il y a véritablement un contrôle de l'obligation? Le ministère du contrôle du commerce nous apprend qu'il y a 700 agents pour contrôler les prix. C'est tout l'étendue du territoire national. 700. C'est un peu à taper sur là, tu vois, si tu envoies les 700 là, tu ne peux pas faire le travail. Non. Donc, c'est que nous disons, le gouvernement ne perçoit pas le sérieux de cette affaire. Et c'est ça qui existe là. C'est ça qui va. Et c'est pourquoi nous avons proposé des solutions urgentes. La Côte d'Ivoire a la chance d'avoir des masses paysannes laborieuses qui travaillent énormément et qui produisent beaucoup. Le problème urgent, c'est que pour quitter d'un point à un autre, il n'y a pas de bus. Parce que chez nous, quand on ouvre une route, il faut mettre un péage. Comme là-bas, il faut mettre un péage. C'est ça que je ne sais pas. Donc, ça, c'est d'abord comment gérer la production. Maintenant, le rôle, dans une situation de crise économique forte, dans une situation d'inflation aussi élevée, il n'y a pas de solution que d'accroître et de sanctionner effectivement les motifs. Nous pensons que le gouvernement, par rapport à cette situation-là, devrait pouvoir mettre un guichet 24 heures sur 24 pour pouvoir recueillir quelqu'un des numéros de téléphone qu'on peut appeler. Vous dites, le riz là, vous m'avez dit que ça fait 3100 francs. Je suis allé, effectivement, c'est 3100 francs. Mais entre mon réunion, les gens qui quittent le réunion à la caisse, ça a augmenté de 150 francs. Pour qu'ils comprennent que les 100, les 20 mètres, entre 20 mètres, ça a été suffisant pour augmenter le prix. Donc, il y a des cas, il faut mettre le contrôle au sérieux. Ce n'est pas. Aujourd'hui, là, les fondamentaux de l'économie, du marché, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Le marché a atteint ses limites depuis des années. Depuis, en tout cas, la crise de subprime, depuis 2008, en tant que sont lucides, savent que le marché, l'orthodoxie économique basée sur la régulation des prix par le marché, c'est fini, c'est faux. Il faut que l'État prenne les ressources. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Il faut que le gouvernement ne soit pas le même business. La fois du monde de business. Parce que peut-être derrière toutes ces sociétés-là, si vous regardez bien, vous verrez pourquoi est-ce qu'ils travaillent la nuit. On va faire une toute dernière question parce qu'on n'a pas de l'électricité. Les chargeurs sont en train de. La dernière question. Une seule question. Ce qui est le mauvais, c'est que nous avons fait la
Monsieur le ministre, je voudrais savoir, après la rencontre de Yam d'Abidjan, est-ce qu'il va y avoir encore une autre rencontre à Yamoussoukro dans le cadre de notre pourparlers entre les trois? Est-ce qu'il y a la fête de l'indépendance de Yamoussoukro? Est-ce qu'il y a possibilité que les trois se retrouvent à cette fête? Ok. En tout cas, je peux vous dire qu'effectivement, nous avons reçu une invitation de la part du chef de l'État qui invite le président à participer à la fête comme cette. Est-ce que c'est pour prolonger les rencontres de débat là-bas? Je ne sais pas. Je ne sais rien. On ne peut pas préjuger. Est-ce que c'est toujours dans la logique de l'affichage? Je ne sais rien. Mais je peux vous dire qu'effectivement, une invitation a été adressée par le chef d'État à ses deux prédécesseurs pour participer au 6 août à Yamoussoukro. La seule chose que je sais. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont aller débattre là-bas? Je n'en sais absolument rien du tout. En tout cas, on n'a pas encore reçu l'ordre du jour qui va se passer là-bas. Est-ce que le président Mabo sera présent? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne sais pas encore, mais nous le dirons certainement, mais je ne sais pas. Je vous dis, on a seulement une invitation à 2 jours. Le reste, on ne peut pas préjuger ce qui se passe là-bas. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs les membres de la Régie, mesdames et messieurs les journalistes, le PPACI a lancé cette tribune pour connaître les positions sur les questions essentielles et vitales de la Côte d'Ivoire. Nous avons commencé timidement et nous avançons. Et beaucoup de personnes nous appellent pour s'en réjouir. C'est une initiative du président de la République. L'initiative des personnes, c'est l'initiative du président de la République. Je pense qu'on a besoin de former nos militants, de former les Ivoiriens. Nous avons aussi besoin de faire la promotion de notre parti et de ce qu'il entend faire, qui va nous prendre. Je voudrais vous dire que nous comptons sur vous. Même vos critiques. C'est ça qui va nous faire avancer. Nos rendez-vous, c'est chaque 15 jours. Chaque jeudi en 15, c'est ça. Chaque jeudi en 15, c'est ça. Et nous souhaitons que vous soyez nos relais. Vous avez vu que nous avons parlé des questions essentielles comme la cherté de la justice. Et des questions qui brouillent les rapports et les choses entre les deux voisins. Ce sont des questions essentielles. Je voudrais que, surtout dans vos relations, vous puissiez exploiter et vous fassiez écho de ce que nous avons dit ici, et que le monde sache que nous avons un parti politique qui a l'ambition, un leader qui a la vision, et des personnes, des ressources qui vont gouverner et porter cette vision. Je vous remercie.